Prenneos cubanan muore, fempen nero. Deze van sleren om zich, waar een choudon a brise le cul. En deze van l'obus à terre, distro à vue, roven ma vue. Prenneos cubanan muore, fempen nero. Il fallait qu'il existe. Bon, c'est eux qui l'ont inventé, mais ils sont partis tout petits. Hein. C'est parti de cocktail Molotov, ils sont partis tout petits, mais il fallait que ça existe. Ça ne serait pas passé en 67 ou 68, ça se serait passé quelques années plus tard. Je pense que ces gens-là, même s'ils étaient beaucoup moins organisés, hein, c'était assez au tout début, quoi, hein. Mais il fallait l'inventer. J'ai trouvé ça très bien. Tout à fait. Tout à fait. Ça devait être en 66 par là. Ouais. Ouais, oui, c'était. Et la majorité des gens que je fréquentais à ce moment-là aussi applaudissaient. Oui, c'était ici, je crois, les casernes, les véhicules de la caserne des CRS. Le premier attentat spectaculaire, FLB. C'est l'action la plus médiatique du premier FLB. Hein. Elle intervient en plus quelques jours avant les événements de mai 68. Donc c'est une action qui a un très fort retentissement, d'autant qu'elle est effectuée assez professionnellement. Hein. Le commando est resté plus d'1 heure sur place, a placé plusieurs dizaines de charges. Il l'a fait en plus dans une volonté de blesser personne, puisque c'est le dépôt de véhicules qui a sauté. Donc c'est évidemment un attentat qui a frappé l'opinion et qui a assuré une certaine crédibilité à l'organisation. Donc un chauffeur qui est resté sur place pour surveiller, et deux artificiers qui étaient très jeunes à l'époque, hein, qui avaient 18-19 ans, qui étaient étudiants et qui ont perpétré l'attentat, enfin qui sont allés pendant 1 heure. Quoi. C'était des gens du coin, donc ils ont pris le temps de regarder le résultat et de rentrer chez eux assez tranquillement. Je crois que pour l'anecdote, les 2 artificiers sont allés même prendre un bain à Binic parce qu'ils sentaient le plastique. Et après ils ont regardé, ils m'ont aussi confié avoir chronométré la réaction policière. Et en fait, les gendarmes du coin n'ont bougé que le lendemain matin, donc ils ont eu tout le temps de rentrer chez eux. Donc ils ne sont pas pour ce genre de choses, aller se braquer, si vous voulez. Aller, en fait, être contre la raison. Et c'est ça qui a fait qu'on a condamné. Sur l'attentat particulier de Saint-Brieuc, j'ai rien à dire, sauf une quand même, c'est qu'on a été impressionné par son ampleur. Et qu'on a apprécié que l'objectif était une caserne de CRS. Et bon, c'était presque une réaction esthétique. Techniquement, on s'est dit, on peut faire moins bien. Je ne suis pas sûr de la composition de l'explosif qui a servi pour la caserne de la CRS 13. Ce qui est sûr, c'est qu'en février 68, il y a eu un vol d'1 tonne d'explosifs en forêt de Loudéac, dans un dépôt militaire. Où là, il y a eu une trentaine de personnes ont participé à ce vol, et les explosifs n'ont pas tardé à servir, et il est fort probable que c'était des explosifs d'origine plutôt militaire qui ont servi. Ce qu'on constate en fait dans les approvisionnements des différentes organisations clandestines en Bretagne, c'est trois provenances, la fabrication artisanale d'explosifs, notamment à partir d'engrais agricoles,
le vol dans des carrières, voire le recélage auprès de carriers sympathisants de la cause. Disons que toutes les, moi le FLB c'est des tranches. C'est des tranches. Et au début de la refondation du FLB, c'est vrai que les gens ne sont pas très organisés. Et ils s'organisent dans la vie. Moi, je connais personnellement très bien le type qui a fait la CRS 13. C'est vrai que quand on voit le boulot qu'ils ont fait, avec d'autres au niveau technique, bon, les techniques n'étaient pas aussi évoluées au niveau des explosifs. Ben, il fallait le faire, hein, le truc qu'ils ont fait à la CRS. Justement, on va en parler parce que c'est un truc de montage pur et simple. D'ailleurs, le livre de Faligo, DST, le montre, le prouve. C'est un attentat organisé par la DST afin justement d'essayer de pousser le mouvement breton, disons, à des extrémismes. Et en même temps, ça avait un avantage, ce type d'attentat manipulé, tous les flics du monde le savent, c'est que ça permet de faire de l'entrisme. On rentre dans des réseaux, on fait semblant de faire un attentat, et puis où on fait un attentat, pourquoi pas. Mais moyennant quoi, en fait, le véritable objectif, il est derrière, c'est l'identification complète du réseau, etc. Donc ça, alors là, à l'époque, nous étions tous, ça on l'a dit. Dis-nous toujours, parce que c'est pas moi qui parlais, on était à l'UDB, on était des camarades, on discutait entre nous, et l'UDB, ça fait des trucs clairs, on a parlé de provocation. Ce que j'ignorais, c'est qu'à l'époque, la DST avait déjà mis les leaders de l'UDB sur la liste de ses objectifs, ça je ne le savais pas. Mais que l'affaire ait été montée de toutes pièces et qu'elle était manipulée, on le savait parfaitement. Et on en avait d'ailleurs même plus que des pressentiments. Je me souviens de certains noms qui couraient dans le mouvement breton, dont on savait les uns et les autres, c'était des types extrêmement suspects, très très faciles à retourner, etc. Bon, maintenant, ce serait peut-être plus pareil, mais à cette époque-là, oui, et puis c'était la voix de la France, il y avait un ministre de l'information, et tout était censuré, donc que ça ait sauté, ça n'a pas gêné, hein, ça c'est clair. Choisir de faire sauter le relais du Roc Tréludon au risque, ou en voulant, priver de télévision 1 ou 2 millions de Bretons, c'est pas rien, et c'est un objectif infiniment plus, comment je pourrais dire, plus pensé, je sais pas, mais plus fondé que de faire sauter même une CRS. Parce que faire sauter le matériel d'une CRS, bon, c'est un peu naïf, c'est croire qu'on a beaucoup affaibli un État français qui, au lieu d'avoir 40 camions de sauter, peut en amener demain matin 4000 ou 4500. Donc il faut être sérieux, c'est pas 40 qui représenteront la guerre. En revanche, faire sauter un relais qui va priver pendant des mois, des semaines, d'informations et de la voix même de la France à Centre de Breton, ça c'est quelque chose qui est plus trapu. Moi j'étais trop petit, hein, j'avais 2 ans. Je sais qu'il y a un truc marrant, dans ma famille on le racontait souvent, c'est que quand Roc Tréludon a sauté, en fait, ça a été juste au moment c'était la diffusion du jour le plus long, quoi, avec les 3 petits coups, tant, et boum. Mais on devait avoir une condamnation d'une modestie quasi totale, tellement on avait pressenti, c'était vite fait à faire dès qu'on laissait le pays, que c'est pas qu'on avait accompli une étape dans le terrorisme, c'est que le terrorisme avait changé de nature. Si je voulais être simpliste, je dirais que de con, il était devenu moins con. Je suis rentré dans un parti politique breton qui se lançait à l'époque, qui s'appelait Strola d'Arbo. Je me suis présenté à des élections au cantonal à Brest. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que le combat à visage découvert n'apporte pas grand-chose. Puis je ne sais pas s'il faut dire on bascule, mais on choisit une autre voie pour faire connaître la Bretagne. Et parce que
Les médias sont toujours intéressés par le sensationnel. Et quelquefois, bon, même une bombinette qui pète, et puis on en cause. Et on cause, au moins dans les années 70, les médias reprenaient facilement les revendications. Ce qui, à l'époque, maintenant, c'est beaucoup moins vrai, je pense, parce que le contexte a changé. Les gens qui posaient des bombes en 70, on pouvait poser des bombes en 70, maintenant c'est très dur. Vu le contexte international, où même le mot terrorisme fait plus peur que... Donc on a beaucoup plus de mal à s'en servir pour faire connaître les profs. Donc j'ai basculé, bon je ne sais pas si on dit basculer, et donc en 74 je suis rentré au FLB, jusqu'à mon arrestation en 78. J'ai fait 3 ans, j'ai été condamné à 9 ans de prison de réclusion criminelle en 79, et je suis sorti de prison en 81 suite à l'amnistie présidentielle. Oui, c'est pareil, je suis entièrement d'accord. Roquetraie-du-Don, c'est, je crois, enfin pour moi personnellement, mais ça c'est personnel, c'est l'attentat qui m'a décidé à rentrer dans la clandestinité. Bon, parce qu'avant, j'étais... c'est vrai qu'on se pose des questions pendant... Bon, puis Roquetraie-du-Don, mais c'est vrai, ça me paraissait évident. C'est pareil, hein, Roquetraie-du-Don, il fallait le faire. Alors, il y a beaucoup de gens... qui, après Roquetraie-du-Don, ont critiqué. Ils ont dit c'est ceci, c'est cela. Il y a d'autres qui ont dit c'est les flics. Il y a d'autres qui ont dit c'est l'armée. Mais si les sources officielles ont dit que c'était l'armée et les flics, parce que c'est des thèses qui étaient avancées à l'époque, c'est parce que l'attentat de Roquetraie-du-Don les gênait. À la limite, ça les embêtait que ce soit des Bretons qui aient fait ça. 11 militants du FLB, Front de Libération de la Bretagne, arrêtés hier à Rennes. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à plusieurs attentats revendiqués par le FLB. C'est la 4e fois que la police démantèle un réseau du FLB. Oui, j'en ai fait pas mal. Bon, le premier attentat que j'ai fait, que j'ai commis, donc c'est en 74, c'est un attentat contre une gendarmerie à Brest, le jour du départ du Tour de France. Donc, la gendarmerie était choisie, on peut dire, parce que c'est quand même... c'est la répression, et le départ du Tour de France, on n'avait rien contre le départ du Tour de France, mais ça se faisait à Brest à l'époque. Et comme il y avait des centaines de médias, que ce soit nationaux ou internationaux à Brest ce jour-là, on s'est dit... Yankel est mort, je pense que c'était un accident. Hein. Toujours en... Bon, si j'ai bien compris, donc quand il allait poser sa bombe, ils se sont aperçus qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Et l'hypothèse la plus